le chiffre d'affaires. Étonnamment, on a découvert lors de nos conversations, enfin vous le saviez avant, moi j'ai découvert lors de nos conversations que c'était deux outils et des personnes qui se rencontraient pas tant qu'on l'imagine. Donc on va avoir des intervenants intéressants sur cette table ronde. On a un hôtelier qui est Eric Belluardo, cofondateur de Friendly Hotels. Alors, il ne se résume pas à hôtelier, donc Eric, tu pourras nous en dire un peu plus sur ton activité. Romain Charrier, qui est président associé de NNC, NEC, je sais pas, Romain, NNC. Donc là, on est sur le revenu management et on a notre représentant CRM et au-delà, Mathieu Paulet, CIO et cofondateur de LearnJup. Donc chacun vous dira peut-être on va commencer par ça. Vous nous dites 2-3 mots chacun sur ce que vous faites respectivement, sur vos activités. T'as pas le mic? Bon alors, c'est moi qui commence. Donc Mathieu, LearnJup, on fait un logiciel de gestion de la relation client avec à la fois la gestion de la donnée client, qui est un élément très important, et les interactions clients avant, pendant, après le séjour. Ça va du online check-in en passant par les interactions clients par chat et puis les actions de marketing pour reconquérir les clients à la fin du séjour et les encourager à revenir dans l'hôtel ou un des hôtels du groupe. Voilà. Bonjour à tous, Eric. Alors nous, on a des hôtels en montagne dans les domaines skiables. Par rapport au sujet qui nous intéresse, il y a deux spécificités. Ça veut dire qu'on a une exploitation saisonnière. On est ouvert l'été et l'hiver et fermé au printemps et à l'automne. Ça veut aussi dire que nos cycles clients, ils arrivent à des moments où on n'a que les agents de réservation et personne dans les hôtels. Et l'autre aspect, justement, c'est la saisonnalité de nos équipes. À l'exception du directeur, 100% de nos équipes sont saisonnières, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent que pendant la période d'ouverture, ce qui nous complexifie un petit peu le sujet de la relation client. Mais on en parlera tout à l'heure. Romain. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Charrier et donc je suis président et un des deux cofondateurs de NNC. NNC, on a deux casquettes. On fait du conseil en revenu management et on a aussi édité la solution RevBell, donc qui est un RMS et qui va aider les groupes hôteliers, les chaînes de camping et d'autres secteurs à maximiser leur chiffre d'affaires en jouant sur leur stratégie tarifaire. Alors, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, dans la salle, qui est hôtelier ? Ok, hôtelier indépendant? Dans les hôteliers, vous êtes plutôt hôtelier indépendant ou hôtellerie de chaîne? Hôtellerie de groupe? Oui? Ok. Bon, on ne saura pas. Les autres restaurateurs? Consultants? Ok. Et après, on a les équipes, hein. Je vais pas vous faire lever les mains. Romain, tu vas reprendre le micro. L'idée, là, pour démarrer, ça serait déjà de comprendre, pour ceux qui n'ont pas forcément toute la distinction, la différence entre les deux outils, CRM, RMS. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, très vite, parce que je pense que la plupart savent, le revenu management, en tout cas le RMS, et quels sont les objectifs auxquels répondent les acteurs du revenu management? Donc le principe du revenu management, vous pouvez aussi avoir entendu le yield management. Donc c'est deux activités qui sont semblables, c'est les termes qui sont différents. Donc le principe, c'est de maximiser le chiffre d'affaires de l'hôtel. Donc là, le revenu management va chercher à répondre à la question suivante. Pour le stock qui me reste à vendre sur une date donnée, est-ce que j'ai suffisamment de demandes pour la remplir? Et ensuite, en fonction, si j'en ai beaucoup plus, ça va être de monter les tarifs. Si j'en ai moins que prévu, ça va être de les baisser pour essayer d'attirer du monde. Donc ça, c'est la question fondamentale et principale auquel cherche à répondre le revenu management. Et puis, quand on n'a plus la solution du tarif pour attirer du monde, parfois on a envie de se tourner vers les outils de CRM, vers les équipes de CRM pour nous aider à remplir l'hôtel. Ah du coup, Mathieu, c'est quoi le CRM et ça répond à quels objectifs? C'est bien ficelé, ces passages de relais. Le CRM, lui, c'est plutôt le sujet du CRM, c'est connaître les clients suffisamment pour être capable de personnaliser les interactions avec le client, que ce soit pendant les phases commerciales pour donner envie aux gens de venir. On ne fait pas passer le même message
à des gens qui habitent près de l'hôtel ou à des gens qui habitent à l'autre bout du monde, des jeunes, des vieux, des clients fidèles, des clients qui viennent pour la première fois, etc. etc. Et puis c'est aussi personnaliser la relation et les interactions une fois la réservation faite, parce que comme on ne convainc pas de la même manière deux profils clients de venir, on n'interagit pas de la même manière pendant le séjour ou un peu avant et un peu après le séjour. Donc le CRM, c'est plutôt ça. Mais derrière tout ça, il y a aussi des objectifs commerciaux, parce que si on personnalise bien la relation avec le client, on va le convaincre de venir, donc on va peut-être convertir un petit peu mieux. Et puis pendant le séjour, si on personnalise bien certaines communications, on va aussi vendre des prestations additionnelles. Donc à la fin, avec les revenus managers, on a les mêmes objectifs qui sont de maximiser le business de l'hôtel, le chiffre d'affaires de l'hôtel, mais on ne travaille pas sur les mêmes axes. Et une des choses dont on s'est rendu compte, c'est que parfois on ne travaillait pas avec les mêmes équipes. Nous, les interlocuteurs habituels des sujets CRM, c'est plutôt les gens du marketing. Et dans bien des cas, chez de nombreux clients, on ne connaît même pas le nom des équipes de revenu management. Et Mathieu et Romain, chez vous, qui vous rencontrez dans les hôtels? Nous, on va rencontrer les revenue managers. Et pas du tout les équipes marketing? Très peu. Okay. Et est-ce qu'il y a entre les deux outils des objectifs qui peuvent sembler parfois contradictoires dans les objectifs qu'on vous fixe? Alors en fait, il peut y avoir des objectifs contradictoires, c'est-à-dire que pour les équipes que Mathieu va représenter, en fait, une bonne campagne, ça va être une campagne pour laquelle il va y avoir un taux de conversion qui va être important. Un taux de conversion important, ça veut dire j'ai envoyé X dizaines de milliers de mails et j'ai réussi à avoir tant de réservations là-dessus. Pour nous, une campagne qui va bien fonctionner, c'est des réservations qui vont avoir été faites sur des dates particulières, aux endroits où on est vide. Donc pour que Mathieu réussisse sa campagne, il suffit que nous, Revenu Manager, on mette des prix bas sur des dates très demandées et la campagne est un succès. Mais d'un point de vue Revenu Management, c'est une catastrophe. Nous, une campagne marketing où on va avoir 4 réservations, mais qui viennent sur une date vide en disant là, c'est vraiment 4 ventes additionnelles que je n'aurais pas eues sans cette campagne marketing, c'est un succès. Mais Mathieu pleure. Eric, tu nous décrivais ton activité qui est particulière avec justement que des directeurs sur les hors-saison. On entend qu'il y a parfois des objectifs contradictoires, on entend qu'il faut que chacun travaille ensemble, mais sur le terrain, est-ce que c'est si simple? Comment ça se passe de ton côté? Nous, sur le terrain, en fait, l'enjeu, c'est ça, c'est que les équipes qui sont derrière les outils de Mathieu et de Romain se parlent et travaillent bien ensemble. Grâce aux outils de Mathieu, on a de bonnes relations et on échange bien avec nos clients. On leur envoie des messages juste avant qu'ils arrivent en séjour. Si on est très très bon, on peut leur dire que ils vont prendre la route et que la météo est bonne et qu'ils vont arriver en station, puisqu'on est en station sans problème. Et grâce aux outils de Romain, on sait voir rapidement les dates où il y a une très forte demande et les dates à l'inverse où il y a une très faible demande. Là, ce qui est le plus compliqué, c'est de faire que les équipes qui travaillent sur les deux sujets se parlent. Et typiquement, quand il y a une date qui a une faible demande, aller chercher dans les outils de Mathieu pour savoir quels sont les clients qui vont venir skier au mois de mars, au mois d'avril, parce qu'on vient d'avoir de la neige et que c'est des conditions idéales. Mais ça ne sert à rien de parler aux clients qui viennent qu'une fois par an en séjour semaine pendant les vacances scolaires, parce que ces gens-là, ils ne vont pas venir. Soit ils sont déjà venus, soit ils viennent une semaine. Donc ça ne sert à rien. Donc l'enjeu, c'est que et les outils et les équipes arrivent à se parler pour coordonner les deux informations. Ok, merci. Et donc l'idée, donc on l'entend bien, c'est de créer des ponts entre les outils. Comment ça peut se formaliser? Comment on peut imaginer Dans l'exemple, je pense qu'il ça parle à la montagne, mais je pense que ça peut parler dans de nombreuses typologies d'hôtels. C'est d'être capable de dire de manière très rapide, là j'ai besoin de remplir vite, j'ai quelques jours qui ne sont pas remplis comme je souhaiterais, d'avoir préparé en amont avec les équipes market et les gens qui connaissent les clients, la sous-partie de ma base client que je peux adresser pour du last minute.
Donc, typiquement, ce dont on parle dans les hôtels d'Eric, c'est les gens qui sont dans le bassin Rhône-Alpes et donc qui sont à 2 heures max de voiture des hôtels. Eux, ils peuvent, s'ils sont déjà venus, etc., ils peuvent se décider au dernier moment. On peut aller plus loin et dire des gens qui ont déjà fait de la résa dernière minute. Et ben eux, on sait qu'on, même s'ils viennent de loin éventuellement, mais on sait qu'on peut les adresser rapidement. Et donc, ces segments de clients, il faut les préparer en amont. D'un hôtel à l'autre, c'est pas le même, donc il faut le définir. Et puis peut-être aussi définir les messages à faire passer. Un des sujets là, c'est qu'on essaiera de mettre en place la saison prochaine, c'est il a neigé. J'ai de la place dans l'hôtel. Et bon, il y a des gens qui vont être sensibles à ça. Il faut être capable. La neige, elle n'est pas là pour 3 mois, donc il faut être capable de réagir très vite. Et le message, il doit être préparé sur, je sais pas, le ski, la poudreuse fraîche. Enfin, il y a plein de trucs à dire. Mais voilà, ça fait partie de travail un peu de coordination qu'on essaye de mettre en place. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à une histoire de connexion entre les outils automatiques. Par contre, il faut que le RM soit le premier à aller demander un service presque au marketing. C'est un peu l'idée. C'est le RM qui doit faire ce premier pas. Alors, je ne sais pas si c'est le RM qui fait le premier pas, mais en tout cas, juste pour aussi citer un autre exemple, donc on a parlé de last minute. Là, si on parle d'early booking, par exemple, donc dans des résidences de tourisme, dans des hôtels... Tu passes au point suivant. C'était le point suivant. C'est la suivant. clientèle fidèle, mais vas-y, tu peux enchaîner. Donc pardon. C'est bien, donc en tout cas, si on parle d'early booking, par exemple, le revenu management va dire, moi j'ai envie de faire une promotion, donc moins 15, moins 20%, moins 30%, en amont pour me faire un matelas de réservation dans les hôtels, dans les campings, dans les résidences de tourisme. Et donc je vais envoyer cette promotion. Là, si cette promotion elle est communiquée à notre base de clients, qui est une base de clientèle fidèle et qui va revenir, qui revient dans l'hôtel parce qu'elle aime l'hôtel. En fait, elle ne revient pas parce qu'elle va avoir un moins 20% ou un moins 30%, elle revient parce qu'elle aime ce lieu-là. Donc à cette clientèle-là, on n'a pas besoin de lui faire un moins 30. Donc Mathieu va être content parce que sa campagne va bien fonctionner. Moi, je vais être content parce que j'ai eu mon matelas de réservation. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas adressé à la bonne clientèle. Et donc, on a perdu sur ce matelas de réservation, mettons 30% de réserve, 30% de revenus. Tu citais pendant qu'on a échangé au préalable l'exemple d'une famille à Disney. Tu peux peut-être raconter cette anecdote ? Oui, donc avant de fonder NNC, j'ai travaillé pendant 5 ans à Disneyland Paris. Et donc Disneyland Paris a été ouvert en 92 ou 91, 92. Et donc, moi, j'y étais en 2005, 2006. Et en fait, il y avait une famille qui, depuis l'ouverture, donc depuis 15 ans, venait fêter Noël à Disneyland Paris. Et donc, parce qu'elle venait depuis 15 ans, elle avait une réduction sur son séjour. Sauf que cette famille ne venait que le 24 décembre, et le 24 décembre, on était plein 4 mois avant. Donc là, il y avait eu un conflit avec les équipes marketing en disant, mais en fait, je n'ai pas besoin, moi, revenu manager, je n'ai pas besoin de cette famille-là sur le 24 décembre. Je comprends que ça fait 15 ans qu'ils viennent, je comprends tout ça, mais en fait, je voudrais qu'ils payent le prix plein pot sur le 24 décembre et qu'on leur offre autre chose. On leur offre un autre séjour, on leur offre je sais pas, d'autres avantages, mais le 24 décembre, cette chambre, elle coûte beaucoup trop cher pour que je fasse une remise. Ok, on va revenir un tout petit peu en arrière sur notre sujet. Eric, donc là, on entend, là, ça illustre pleinement le désaccord qu'il peut y avoir faute d'une bonne transmission ou d'une habitude de communication entre les deux équipes. Tu as cité dans nos échanges préalables aussi l'envie d'une expérimentation. Comment tu imaginerais cette expérimentation dans un de tes établissements notamment ? Là aussi, en fait, dans l'exemple que cite Romain, ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'il y a un vrai frein parce que, par exemple, l'agent de résa ou les équipes, en fait, ce client, il est tellement fidèle qu'ils le connaissent et les clients connaissent le staff de l'hôtel. Il a toujours eu, dans le pire des cas, il a toujours eu l'early booking. Donc tout le monde se dit, on est obligé de lui faire l'early booking puisqu'il l'a toujours eu. Donc nous, l'enjeu, c'est de trouver ce qui a une forte valeur pour le client et ce qui nous coûte beaucoup moins que de faire les classiques moins X% d'early booking.
Et au hasard de nos discussions, on parlait, alors encore une fois, comme j'ai un tropisme de ski, on est tombé sur l'histoire de la paire de skis. Et on s'est dit, en fait, ça ne nous coûte rien, mais c'est une énorme valeur pour le client. Si on peut lui garder, ce client qui vient une semaine par an au ski, si on peut lui garder sa paire de skis entre ces 2 séjours. 8 mois par an, on est fermé. Donc, avoir un local à ski qui contient ses skis, ça ne nous coûte vraiment rien du tout. Et lui, ne pas transporter sa paire de skis, la remonter, la ranger je ne sais pas où chez lui, ce qui est certainement un cauchemar, et ne pas la transporter. Quand je dis une, en général, c'est entre 1 et 5 ou 6. Donc, ça a une énorme valeur. Et nous, ça ne nous coûte rien. Donc, en fait, l'enjeu, et souvent, ce n'est pas nous qui allons trouver la solution, c'est nos équipes. Mais c'est de trouver ce qui a de la valeur pour le client et qui ne nous coûte pas. Par exemple, le client qui réserve à l'avance, là, quand j'ai dit tout à l'heure à Romain qu'on avait pour l'hiver prochain déjà des dates contraintes, ça ne lui plaît pas du tout d'entendre ça parce qu'il m'a dit que je n'avais pas vendu assez cher. Donc c'est une bonne nouvelle, on a encore des progrès à faire. Mais du coup, ce client, il faut que je lui offre autre chose. Et peut-être que de choisir le numéro de sa chambre, ça a de la valeur pour lui, et pour moi, ça ne me coûte rien. Et ça a peut-être plus de valeur que la réduction que je lui aurais faite. Eric, ça veut dire et Romain, ça veut dire que ce matelas de sécurité qu'on pense avoir en bloquant des clients à l'avance, en se disant un an à l'avance, j'ai déjà des chambres pour la saison prochaine, c'est un côté habituellement rassurant pour les hôtels. Il faut le retravailler Enfin, ok, j'entends que ça puisse être embêtant parce que c'est la pleine saison et on devrait le vendre plus cher. Mais comment on concilie ce besoin d'être assuré et d'avoir un matelas de réservation et tes objectifs à toi? En fait, il va y avoir plusieurs choses là-dedans. Donc, si à Eric, je dis, voilà, on est capable de vendre toutes tes chambres à la toute dernière minute. Les 150 chambres de l'hôtel, je peux les vendre le jour J. Ça veut dire que pendant 9 mois, Eric va quand même prier pour que ma prévision soit bonne. Donc ça, c'est prendre un gros pari. Alors ça peut marcher. Si ça ne marche pas, je ne peux pas me rattraper, puisque la date est passée. Donc là, le fait de dire on va prendre les chambres de façon progressive, un peu toutes les semaines, un peu tous les mois, comme ça, et j'ai une progression de remplissage qui est constante, ça rassure Eric, ça fait de la trésorerie aussi. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires, hein. Il y a un besoin de trésorerie, le staff il est payé tous les mois. Donc ça, et puis on peut sentir le marché, on peut voir est-ce qu'il est en train d'accélérer, est-ce qu'il est en train de ralentir. Donc pour ça, on va pratiquer un prix en disant je vais me mettre un peu en dessous de ce que j'imagine. Normalement, je devrais voir mes réservations augmenter. Là, je vais monter mes tarifs pour finir et vendre mes dernières chambres au dernier moment. Mais dans le cas d'Eric, oui, déjà, pour l'année prochaine, pour les vacances de Noël l'année prochaine, il a déjà des réservations. Ça veut dire que c'est des gens qui veulent absolument venir dans l'hôtel. Donc ces gens-là, ce n'est pas le tarif qu'ils recherchent. Ils veulent le lieu, ils veulent cet hôtel-là. Donc ils sont prêts à payer le prix qu'il faut. Mais alors, prenons le cas d'école d'Eric. Comment on fait pour faire fonctionner les deux ensemble ou tes équipes ensemble cette expérimentation, si on commence à juste prendre un peu d'avance et imaginer un peu les choses, comment on dessine le truc, Mathieu? Déjà, il faut identifier dans les clients ceux qui potentiellement peuvent revenir. Donc peut-être des gens qui sont déjà venus 2 années d'affilée sur les vacances de Noël. Eux, il ne faut pas leur proposer de revenir avec une promo. Il faut peut-être leur proposer autre chose, de choisir la chambre ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, il faut les exclure des campagnes promotionnelles ou leur faire un message adapté. Early booking, pour être sûr de venir dans la chambre que vous souhaitez. Mais le bonus, si vous réservez maintenant, ce n'est pas le prix. C'est le choix de la chambre ou c'est un truc qui a pas de coût ou un coût très faible pour l'hôtel et beaucoup plus faible que 15% de réduction. Je veux dire, en euros, c'est beaucoup d'argent à la fin. Donc, ça, c'est très simple aujourd'hui de se créer un segment de clientèle qu'on veut exclure de ce genre d'offre d'un côté et de l'autre à qui on veut adresser un message personnalisé. Mais surtout qu'Eric nous disait que les clients attendent de plus en plus, non pas pour récompenser la fidélité, non pas un tarif préférentiel, mais plutôt une différenciation, une attention de la reconnaissance. Tu parlais de la paire de ski.
En fait, il y a deux choses. C'est ça, le client ne met pas la valeur où on pense toujours qu'elle l'est ou là où nous, on la met. L'autre point qui est, à mon avis, important, c'est aussi faire des actions qui sont en lien avec la maturité de notre organisation. Nous, on est une organisation très très jeune. Ça fait 4 ans qu'on existe. Et comme je vous disais, nos équipes sont saisonnières. Ça veut dire qu'on a des agents de réservation qui ont vendu en septembre, octobre, novembre pendant que l'hôtel était fermé. Et on a des équipes de réception qui vont arriver le 10 décembre pour un hôtel qui ouvre le 15 décembre. Et donc, il faut que ces deux équipes-là se parlent bien. Et donc, on ne peut pas tout faire. Si j'écoute Romain et Mathieu, on va yielder les places de parking pour les vendre 3 fois plus cher pendant les vacances de février, ce qui est fondamentalement une très bonne idée, sauf que nos équipes, elles ne sont pas prêtes à ça. Parce que les équipes, concrètement, elles vont être face à quoi? Face au client qui va râler parce que sur le prix de la place de parking qui est 3 fois plus cher en février. Et si on n'est pas prêt à ça, il ne faut pas le faire. C'est une bonne idée, mais en pratique, on n'est pas prêt à le faire. Il faut que nos équipes elles aient la compétence et que notre organisation elle ait la maturité pour faire ça. Donc il faut qu'on définisse quelles sont les priorités. Typiquement, chez nous, peut-être que la priorité, c'est d'écrire aux clients fidèles avant de lancer les ventes, parce qu'eux, on les connaît, on sait assez facilement, grâce aux données de Mathieu, les trouver, et on va définir un message pour les faire réserver suffisamment tôt, suffisamment cher pour que Romain ne soit pas trop mécontent de nous et qu'elles aient booké leur séjour. Mais voilà, il faut aussi qu'on soit aligné avec la maturité de notre organisation et les compétences qu'on a en interne. Et Vanessa, pour répondre à ta question, ta première question de savoir quel service fait le premier pas, d'un point de vue revenu management, donc en fait on va étudier la saisonnalité des ventes. On va étudier quelles sont les dates qui sont remplies, quelles sont les dates qui sont plus faibles, comment on a rempli ces dates-là. Et ensuite, avec le décalage des vacances, le décalage des événements, on est capable de projeter ça sur l'année prochaine. Donc en fait, un peu comme vous faites votre exercice budgétaire, on est capable de dire on va avoir beaucoup de demandes en juin sur les week-ends, un peu moins sur les week-ends d'avril, un peu plus, bref, en fonction de notre hôtel. Et là, le revenu manager peut dire moi, en gros, les dates pleines, je n'ai pas besoin d'aide. Ça, je vais arriver à les piloter en montant mes tarifs, en fermant certains canaux, en fermant certains classes tarifaires. En revanche, toutes les dates vides ou qui ne sont pas prévues pleines, là, je vais avoir besoin d'aide. Et c'est là où, en fait, on peut s'appuyer sur les équipes de CRM pour dire, voilà, comment vous pouvez aller adresser ce mois d'avril. Et là, grâce à la connaissance de la base clientèle, on peut dire, alors là, c'est plutôt des Anglais, par exemple, qui pourraient venir. C'est plutôt des gens qui vont revenir, c'est plutôt des familles, c'est plutôt des gens qui viennent sur des longs séjours, sur des courts séjours. Et donc, toute cette connaissance fine, là, ça fait que les équipes de Mathieu, du CRM, peuvent targeter les bonnes personnes pour maximiser les chances de remplir l'hôtel. Et grâce à ça, grâce au fait qu'on a plus de pression dans les tuyaux, eh bien nous, Revenu Manager, on va pouvoir monter les prix. Donc il y a un vrai cercle vertueux en fait à dire le RM identifie les périodes, les types de chambres, les zones vides, s'appuie sur les équipes CRM pour qu'au final la pression augmente dans les tuyaux et qu'on remonte le chiffre d'affaires. Et on a eu une discussion qui s'est enchaînée autour de la pratique que tu as, Eric, d'upgrader les clients pour libérer les chambres entrée de gamme en tarif. Sur quoi Romain avait rebondi par rapport à son expérience d'Air France et Mathieu, tu avais imaginé peut-être un profilage possible. Romain, Eric, est-ce que tu peux reparler de cette pratique que tu as de upgrader? Pourquoi est-ce que tu procèdes ainsi? Là aussi, ça dépend des moments et à quel moment on le fait. Typiquement, en ce moment, il vient de neiger, la demande vient d'exploser puisque il y a 10 jours, on voyait à la télé que des photos de domaines skiables qui étaient en train de fermer. Et depuis une semaine, on a les chutes de neige qui ont re-rempli les stations. Donc là aussi, c'est un impact très fort sur la pression qui va dans les tuyaux, comme le dit Romain. Donc ça c'est très important.
Et pour le coup, il faut que les tuyaux, il n'y ait pas de cailloux dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, pour capter le plus de demandes possible, si toutes mes chambres entrée de gamme, elles sont pleines, mais là aussi, pas pour dans 6 mois, pour ce week-end. Parce qu'en ce moment, il y a des clients qui réservent parce qu'ils viennent de décider qu'ils vont aller skier ce week-end. Donc, il faut que mon tarif qui apparaît en direct, il soit suffisamment attractif. Donc, si mes chambres entrée de gamme, elles sont pleines alors que j'ai des suites disponibles, et ben, il faut que j'upgrade des clients. Après, Mathieu va me dire, bah oui, mais tu ne m'upgrades pas n'importe qui parce que tu m'upgrades les fidèles. Ok, mais c'est un autre sujet. Sachant que la priorité, ça va être de libérer des chambres entrée de gamme pour que tous les tarifs soient disponibles. Mais si j'upgrade toujours les fidèles, le client fidèle, au final, il ne va plus prendre la chambre supérieure, la suite ou autre. Il va décider de se dire, comme Mathieu, quand il prend l'avion, je ne réserve pas de classe en business, puisque de toute façon, je suis bien habillé. Ils vont me passer systématiquement en business. J'ai jamais dit ça, moi. Alors, non, mais concrètement, si on veut que la clientèle continue à prendre des chambres plus haut de gamme, est-ce que c'est une bonne pratique? Et là, je me tourne vers Romain. Est-ce que c'est une bonne pratique d'upgrader systématiquement pourquoi pas la clientèle fidèle? Donc là, dans le cas que décrit Eric, la première question, c'est est-ce qu'effectivement, donc mes chambres standards sont fermées et j'ai de la disponibilité dans les chambres supérieures. Là, c'est de prévoir, est-ce que j'ai suffisamment de demandes pour remplir mes chambres supérieures? En l'occurrence, non. Donc là, la technique d'Eric de dire je vais upgrader des clients dans les chambres supérieures, ça me permet de maintenir un bas tarif et comme ça de pouvoir maximiser mon chiffre d'affaires. C'est très pragmatique. C'est totalement très pragmatique. La problématique, c'est que effectivement, si Eric upgrade toujours les mêmes clients, les gens vont le savoir et au lieu d'acheter la chambre de luxe, vont acheter la chambre standard. Et ça, c'était une pratique que l'aérien a beaucoup fait il y a une dizaine, quinzaine d'années, où en fait, il y avait peu de gens qui achetaient la classe business et du coup, ils surbookaient en permanence la classe éco et au comptoir, eh bien, au moment de l'embarquement, les derniers clients se voyaient offrir la business. Sauf qu'il y avait des entreprises qui avaient compris ça. Et donc, au lieu de faire l'aller en business vers New York, ils achetaient un siège éco, ils disaient à leurs employés, vous attendez, vous allez vous enregistrer à la dernière minute et vous serez upgradé. Et donc, la parade d'Air France, ça a été de dire, je vais regarder les personnes qui ont été upgradées grâce au CRM et je ne proposerai qu'une fois par an à ces personnes-là. Et du coup, les entreprises qui étaient habituées à faire ça, on se sont dit, comme je veux que mes employés voyagent en business, je suis obligé d'acheter de la business. Ça veut dire que l'aérien a commencé ce mariage du CRM et du RMS avant l'hôtellerie. Encore une fois, on va reproduire un schéma qui existait déjà dans l'aérien. Oui, et donc dans l'aérien, c'est vrai que le revenu management est né au fin des années 70, début 80. C'est venu 15 ans, 20 ans après dans l'hôtellerie. Alors Mathieu, comment on peut imaginer... Est-ce qu'on peut imaginer exploiter ce schéma en utilisant le CRM? Oui, c'est pareil, c'est une donnée. Alors pour le coup, ce n'est pas des données qui sont facilement exploitables dans les données PMS. Ce n'est pas évident de voir que tel client ait payé un tarif d'une chambre standard et qui s'est retrouvé dans une chambre supérieure. Pas toujours facile d'extraire les données d'un PMS à l'autre, mais là... Les infos sur le stock? Mais il y a des choses assez simples aussi à la fin. Ce n'est pas toujours des outils, c'est aussi des process. Donc un client qu'on a upgradé, il n'y en a pas 25 par jour normalement, il faut juste le taguer en plus ce client en disant upgrade 2023. Et puis après, l'année prochaine, s'il y a des gens qu'on doit upgrader, ça ne sera pas ceux qui ont le tag upgrade 2023. Et puis voilà, ça marche. Par ailleurs, c'est là où la donnée, il faut toujours qu'elle soit exploitable. Il ne faut pas que cette décision elle remonte au patron ou au revenu manager. Il faut que les équipes opérationnelles, les gens sur le terrain, à la réception, soient aussi capables de gérer certaines situations. Et donc, ça fait partie des choses qu'on fait et qui plaisent beaucoup, c'est d'être capable d'envoyer tous les matins aux équipes de réception un rapport sur les clients qui arrivent avec certaines spécificités qu'on veut mettre en avant. Donc typiquement, un truc qu'on pourrait faire, on ne le fait pas dans tes hôtels, mais on pourrait imaginer ça, tous les matins, tous les clients qui sont venus avec l'affichage de ces tags et en particulier de mettre en avant les clients qui ont déjà été upgradés. Sous-entendu, ceux-là, ils n'auront pas le droit cette année. Il ne faut pas que ça se sache, ça pourrait faire des déçus, mais n'en parlez pas autour de vous. Mais ça, c'est des choses intéressantes pour que le réceptionniste, il ait quelques critères intéressants définis par
dans la stratégie de l'hôtel pour pouvoir sélectionner les clients qui vont upgrader. L'upgrade, il y a le cas là, mais il y a d'autres situations d'upgrade. Juste, il y a une chambre standard il y a un problème technique, il faut bien que le client dorme. Il y en a un de ces clients qu'on va aller mettre dans une plus belle chambre. Il faut définir les critères. Et ces critères, on peut les faire ressortir très facilement dans un outil comme le nôtre. Mais typiquement, donner la liste tous les matins des clients éligibles à l'upgrade. Ça, c'est des choses qui sont assez simples à faire. Romain, tu veux compléter ? Non. Alors, j'aimerais bien qu'on... Oui, Eric. Oui, là aussi, sur le sujet de l'upgrade, il faut mesurer ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Clairement, chez nous, on n'a pas comme cible d'être aussi fort que dans l'aérien sur l'upgrade. Donc, on ne va pas traquer les upgrades. On n'est pas capable de le faire. Par contre, notre objectif à nous, c'est que le client qu'on a upgradé, qu'on lui dise. Parce que, en fait, sinon, le client qui a été upgradé, il est capable de quitter l'hôtel sans le savoir, sans s'en rendre compte. Parce qu'il y a plein de bonnes raisons qui fait qu'il ne le saura pas. Alors que si on lui dit à l'arrivée, on est hyper content, on avait une suite disponible ou une supérieure disponible et on a eu la possibilité, c'est exceptionnel, mais on est très heureux que vous passiez votre séjour dans une chambre supérieure ou dans une suite, il va passer un séjour encore meilleur et son séjour sera mémorable. Par contre, si on ne lui a pas dit, c'est à moitié raté. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que tous les clients qui ont été upgradés, de leur dire et de le valoriser parce que ça compte dans la valeur perçue. Par contre, ce qu'on n'est pas capable de faire, d'avoir des critères très précis d'upgrade, ça on n'est pas capable de faire, c'est pas grave, on le fait pas tant qu'on n'est pas capable de le faire. Non, et ça, c'est du process et de la formation plus que des outils en toute rigueur. Je renchérirais, mais le client qu'on a upgradé comme ça, il faut lui dire, mais il faut peut-être même au check-out lui rappeler en disant tiens, si vous pouvez laisser un avis, vous savez, ça nous ferait plaisir. Je veux dire, il y a une probabilité qu'il laisse l'avis et qu'il ce soit un avis positif qui est très forte. Et c'est quand même important pour les affaires de l'hôtel, des avis positifs. Alors parlons-en des avis. Concrètement, là on parle de jongler avec les tarifs, d'upgrade. L'année prochaine, je reviens, je ne suis pas upgradée. L'année prochaine, je reviens, la chambre, elle est 3 fois le prix parce que y a une meilleure demande, il y a un événement en même temps, il y a un gros salon, porte de Versailles ou autre. Il y a un impact sur les réputations de tout ça. Donc oui, il va y avoir un impact. Alors, il faut avoir en tête au moment où la personne fait la réservation, décide de rentrer sa carte bleue pour payer la chambre. En fait, le rapport qualité-prix entre ce qu'elle imagine avec les photos, ce qu'elle connaît de l'hôtel et le prix qu'elle paye, le rapport qualité-prix est bon pour elle. C'est-à-dire que si elle pense que le prix est trop cher, elle ne va pas réserver. Là, elle réserve parce qu'elle pense que l'hôtel qu'elle connaît, les photos, ce qu'elle a vu, le moment, ça vaut ce prix-là. Ou pas. Quand on veut assister à un salon et qu'on a absolument besoin de se déplacer et que les chambres sont à 3 fois le prix parce qu'il y a un salon, je pense porte de Versailles, mais dans toute destination, quand il y a un gros salon, les prix explosent. On n'a parfois pas le choix que de prendre la chambre beaucoup plus chère. Et c'est pas un rapport qualité-prix. Alors si on a le choix de ne pas la prendre, de ne pas l'acheter. Donc là, c'est que le salon plus la chambre, tout ça, ça vaut les 300, 400, ça vaut ce prix-là pour la personne parce qu'elle a absolument besoin de venir. Donc maintenant, là, effectivement, si donc il y a potentiellement plusieurs hôtels, il y a potentiellement un certain nombre de photos, plutôt que de ne pas monter les prix. Là, parce qu'il y a certains hôtels qui disent moi, je ne veux pas monter au-dessus de 300 €, je suis un hôtel 3 étoiles, je ne peux pas me mettre à un tarif d'un 4 étoiles ou d'un 5 étoiles. En fait, si vous pouvez, maintenant, cet argent-là, ce gain supplémentaire, on peut s'en servir pour avoir, sur cette date-là en particulier, une attention 4 étoiles, une attention 5 étoiles. On peut mettre une corbeille de fruits, on peut offrir une bouteille de champagne sur cette date-là. C'est une attention particulière. Se priver de 100, 200 € supplémentaires, c'est dommage. Du coup, l'attention, la corbeille de fruits, Mathieu, tu nous citais justement un exemple à Paris, je crois, historique de Lounge Up, qui avait cette pratique. Ça fait la différence et ça évite l'avis négatif potentiellement ?
En tous les cas, ce client dont on parle, là, qui était notre premier client, donc je m'en souviens, lui, il avait remarqué qu'effectivement, il se faisait beaucoup plus bâcher sur les sites d'avis quand ses prix dépassaient un certain seuil. Et pour compenser ça, je ne sais pas si... En tout cas, la pratique qu'ils avaient établie, c'était que passer un certain prix sur une catégorie de chambre donnée, ils ajoutaient une corbeille de fruits, un petit mot, une petite attention. Ça allait dans le sens de rehausser le service et que peut-être le service était un peu plus proche, un peu plus en adéquation avec le prix payé. Ça agrandit pas la chambre pour autant, hein, donc ça suffit pas, mais ça peut probablement faire accepter le tarif supérieur. Je pense que les choses ont pas mal évolué. Il y a une culture peut-être un peu plus forte des prix qui varient par les consommateurs sur tout ce qu'on fait, et Booking en fait partie, mais sur plein de services. Ça fait partie du marketing aussi, on peut faire peur en disant dernière chambre disponible, sous-entendu les prix vont monter. Donc je pense que la perception du prix a un peu évolué ces dernières années. Mais donc là, la recette de la corbeille de fruits, c'était il y a 10 ans. Je ne sais pas si elle est encore efficace aujourd'hui, mais bon. Exemple cité par Romain, j'imagine que c'est d'actualité. Eric, est-ce que tu as un retour d'expérience sur cette partie jongler avec les prix et l'e-réputation? Là aussi, c'est le service. Le client, s'il est prêt à payer ce prix-là, ou s'il a payé ce prix-là, c'est qu'il était prêt à le payer. Par contre, peut-être qu'on peut lui offrir du service, en particulier s'il y a une date qui est très contrainte et très demandée parce qu'il y a un salon, parce qu'il y a un festival, parce qu'il y a une activité là où on est. On peut se demander ce qu'on peut apporter en plus à notre client. Peut-être qu'on peut lui apporter de l'information, c'est-à-dire que dans le lobby de l'hôtel, il va avoir l'information sur les horaires, les animations, les activités du festival, du salon, ou sur les transports pour aller entre l'hôtel et le salon. Et donc, c'est très spécifique à ce moment-là, mais du coup, ça lui apporte du service en plus, et c'est quand même très, très pratique, donc ça a de la valeur. Nous, ça ne nous coûte rien de rajouter cette information. Et par contre, ça a une forte valeur pour le client et il va le percevoir. Donc, c'est ça qu'on peut faire, c'est se mettre à la place du client et se demander quel est le service qui va potentiellement attendre ou avoir de la valeur pour lui à ce moment-là spécifiquement. Quelque chose aussi que je voudrais rajouter sur tout ce qui est e-réputation et revenu management. Donc, on a, avec notre casquette de conseil chez NNC, on est souvent interrogé par nos clients sur est-ce qu'il faut prendre en compte la e-réputation dans le revenu management. Dans le revenu management, en fait, on va piloter date par date, hôtel par hôtel. Et donc, sur une date en particulier, si on a beaucoup de demandes, ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise réputation qu'on va s'interdire de monter les prix. Si on a une date sur laquelle il y a très peu de demandes, mais qu'on a une super note, c'est pas pour ça qu'on va pas baisser le tarif. Donc là, ce qu'il faut, c'est au moment du pilotage, c'est décorréler les deux. En revanche, plus la e-réputation va être importante, plus il y a de gens qui vont convertir, plus il y a de gens qui convertissent, plus il y a de monde dans les tuyaux, et donc là, plus on va pouvoir monter les tarifs. Et parce que pareil, on a eu un exemple d'un client qui disait moi, tant que je n'ai pas remonté ma réputation, en fait, je ne veux pas augmenter mes tarifs. Du coup, il se prive d'un chiffre d'affaires, il se prive d'argent pour augmenter la qualité de son service. Donc, il vaut mieux maximiser son chiffre d'affaires, l'utiliser pour des services, pour des services additionnels, qui va permettre d'améliorer sa réputation, qui du coup remet du monde dans les tuyaux, qui permet de réaugmenter les prix et ainsi de suite. Mathieu, par rapport à cet exemple-là concret du client de l'hôtelier qui ne veut pas augmenter ses tarifs tant que son e-réputation n'est pas revenue? Ouais, enfin moi je comprends, c'est qu'à un moment il faut pour augmenter. En fait, il y a je pensais, je regardais. C'est un cercle vertueux. En fait, tout ça, faut pas oublier le fondamental, c'est le produit qu'on vend, le service qu'on vend. Donc, si l'hôtel a un niveau de service, un niveau d'accueil, parce qu'on s'occupe bien du personnel et qui sont sympas et qui donnent envie de revenir, on parlait de ça ce midi, si l'hôtel lui-même est bien, les chambres sont belles, etc., tout ça, c'est quand même la base pour donner envie aux gens de revenir. C'est aussi la base de l'e-réputation. Et c'est aussi la base de la e-réputation. Donc, c'est à la fin, si ma réputation est basse, alors peut-être que mes chambres sont plus au standard, et donc dans ce cas-là, il faut réinvestir. Alors, ça ne se fait pas comme ça, hein, là, c'est du temps long.
Si mon personnel et si la note, c'est des remarques sur le personnel qui n'est pas sympathique, j'ai des sujets de management. Peut-être qu'il faut que je paye mieux mes équipes, que j'ai moins de turnover, que je les forme. Enfin, voilà. Donc effectivement, si on peut créer une source de revenus, non pas pour prendre plus de dividendes, mais pour réinvestir sur le produit et donc faire monter la réputation, ça serait bête de s'en priver. Enfin, je veux dire, ça serait courte vue de s'en priver, quoi. Donc, on travaille son profil client en compatibilité avec le revenu management et ça aura in fine un impact positif sur les réputations. Si vous voulez bien, on va voir s'il y a un petit peu de questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Personne n'ose parler en premier. Ouais. Une question? Allez, sentez-vous à l'aise. Il y a bien une interrogation sur la coordination entre les deux outils dans la mise en pratique? Non? Ah, merci. Courageux. Bonjour. Je vais plutôt poser une question pour Romain, puisque je travaille moi-même en revenu management. Et je remarque que depuis la fin du Covid, la notion de contrainte impacte beaucoup la note, puisque on travaille avec peut-être moins de moyens qu'avant, donc c'est compliqué de maintenir un niveau de service élevé. Donc j'ai remarqué avec plusieurs directeurs d'établissement qu'effectivement on ne cherchait pas à trop monter les prix pour ne pas se décrédibiliser aux yeux du client. Qu'est-ce que vous apportez comme élément de réponse à ces hôtels qui doivent jouer un peu avec l'envie d'être contraint, l'envie d'avoir un fort taux d'occupation et en même temps maintenir ce niveau de service et la qualité? Romain, je complète cette question. Effectivement, beaucoup d'hôteliers m'ont dit l'été dernier, c'était à bloc, c'était plein. Donc les prix des chambres étaient plus élevés. Pour autant, il y a une grosse tension du personnel. Donc il y avait des équipes moins complètes, sous tension, et des clients qui étaient parfois mécontents du coup parce qu'il y avait une tension au niveau du service, avec des tarifs super élevés. Ça complète ce que vous venez d'évoquer? Oui, bon, pour faire simple, c'est un sujet très intéressant qui malheureusement n'est pas suffisamment abordé. Et je viens ici par curiosité, mais j'ai plusieurs questions qui sont assez difficiles à formuler puisque c'est un vrai sujet. Et surtout depuis le Covid, je trouve, avec des moyens plus faibles et en même temps des attentes qui sont toujours de plus en plus élevées. Attention, s'il vous plaît. Nous vous invitons à venir assister à la conférence en salle 1 sur la prospection au paiement. Merci. C'est comme les sonneries à l'école. Comment on combine du coup la tension de personnel avec le revenu management, et est-ce qu'il y a un rôle du CRM dans cette combinaison-là, je ne sais pas. Alors peut-être plusieurs choses pour répondre. D'une part, quand on va fixer le tarif, là on est sur un niveau de pression de demande et donc le revenu manager, lui, ne va pas regarder si dans 6 mois, en fait, on aura du personnel ou pas. Donc là, il s'avérera que dans 6 mois, il y avait une grève, il y avait quelque chose, il y avait moins de personnel. Donc ça, il ne va pas le prendre en compte. Ensuite, le fait de dire je vais baisser mes tarifs, enfin je ne vais pas monter mes tarifs aussi haut parce que je pense que je ne serai pas capable d'avoir ce même niveau de service, je pense qu'il faut l'annoncer au client. Je vais prendre un exemple très simple, peut-être trop simple, mais de dire en fait, je n'ai pas de personnel pour refaire les chambres, donc les lits ne seront pas faits. En fait, qu'on ait payé 100 €, 200 €, 400 €, en fait, le service n'y est pas. Donc là, je ne vais pas dire vous ne paierez que 100 €, mais les lits ne seront pas faits. Là, je préfère qu'on dise on va payer 400 € parce que c'est le tarif, parce que c'est ce qui nous a permis de trier la demande. Maintenant, comment en urgence, je fais en sorte d'avoir une qualité de service qui y réponde. Et ça, c'est parce que j'aurais gagné beaucoup d'argent que je peux m'offrir des solutions supplémentaires, de sous-traitance, de choses comme ça. Si j'ai pas d'argent, je peux rien faire. Mathieu, il y a un complément possible à cette équation ou le profilage client, la relation client dans cette histoire est... Je ne sais pas en tous les cas, on sent quand même que, pour contredire peut-être un peu Romain, mais à un moment, c'est aussi la pression que j'accepte de mettre sur mes équipes, parce qu'effectivement, un client qui a payé 400 €, certains qui ne sont peut-être pas des voyageurs habitués, ils ont peut-être l'impression qu'ils se payent un palace pour ce prix-là.
et le niveau de service ne sera pas là parce que le produit est comme il est, l'hôtel est comme il est. Et donc, ça peut créer des tensions entre le client et l'équipe. Et la question, c'est jusqu'où on peut aller, en fait, pour pas non plus aller cramer le personnel, parce qu'ils en ont ras-le-bol de devoir gérer ce genre de cas de figure. Donc, pour faire un peu avocat du diable, je pense que la question, elle n'est pas si simple. Il y a le paramètre opérationnel et humain qui est quand même important. Mais moi, sinon, je suis plutôt d'accord. À un moment, si on peut on maximise le revenu pour améliorer le produit, pour être capable d'aller payer des gens plus chers en complément, c'est plus facile quand on a vendu bien plus cher que si on a vendu que 10% plus cher. Donc, moi qui ne suis pas un homme de revenu management, ma question c'est jusqu'où ça peut monter. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, un point une limite qu'on ne peut pas dépasser? Eric, ton regard sur cette question? Moi, je pense qu'il y a deux choses différentes. C'est ce que j'appelle les cailloux dans le tuyau. En fait, Romain, il se porte bien quand il y a de la pression, quand le tuyau il est gros et qu'il y a de la pression dans le tuyau. Et un hôtel pas rénové, c'est des cailloux dans le tuyau. De l'insatisfaction ou une mauvaise irréputation, c'est des cailloux quand j'ai pas de neige, j'y peux rien, mais c'est des cailloux dans le tuyau. Ça fait diminuer la demande, ça fait diminuer la pression. Mais c'est indépendant. C'est-à-dire que le revenu management, il fait son boulot, qu'il y ait de la neige, qu'il n'y ait pas de neige, lui, il gère la pression dans le tuyau. Il peut pas travailler sur la rénovation de l'hôtel, par exemple, parce que c'est pas le même temps. Le revenu manager, il travaille sur la saison en cours et l'année prochaine, parce qu'il est aussi en train de prévoir ses contraintes de l'année prochaine. Mais la rénovation, c'est la question du propriétaire, son projet pour les 5 à 10 ans qui viennent. Donc voilà, quel est son staff? Même chose, le revenu manager, il ne peut pas se demander s'il y a du staff ou pas, si le staff sera bon ou pas. Chez nous, à cause de notre saisonnalité, on vend des séjours, on ne sait pas l'équipe qu'on aura. Mais évidemment, on vend un séjour qu'on prépare pour qu'il soit le mieux possible. Mais c'est deux choses vraiment indépendantes. Merci. Cela dit, il y aura peut-être des solutions évoquées à la conférence de 16h10 sur la crise des vocations. C'est indépendant. On aura compris en tout cas avec cette table ronde qu'on est, finalement on parle d'outils, mais on est vraiment sur de l'humain, sur des rencontres, des échanges, puisque c'est deux équipes différentes, des départements différents, des solutions différentes. Mais si elles ne se parlent pas, si ça ne communique pas, on n'optimise pas. Peut-être le mot de la fin pour chacun? Merci à tous de nous avoir écoutés. Et effectivement, pour conclure, donc Eric le redit, on a besoin de pression de demande côté revenu management. Le CRM est un formidable outil pour générer de la pression. C'est un formidable outil pour targeter les bons clients, pour leur vendre la bonne offre, le bon service, le bon produit au bon prix, au bon moment. Le RM, lui, sait identifier les endroits où on a besoin de ces personnes-là. Donc, je vous encourage vivement dans vos hôtels à rapprocher les équipes CRM et de revenu management pour que les deux se parlent, que le RM indique les endroits où on a besoin de la demande et que le CRM se dise super, je vais enfin faire je vais faire des offres marketing qui seront bien ciblées et qui vont générer du chiffre d'affaires additionnel pour l'hôtel. On a dit qu'il y avait un sujet humain, de collaboration, de compétences, de progrès. Moi, je pense qu'il y a aussi le sujet d'accepter de se tromper, de faire des erreurs. Et ça, c'est fondamental. Et culturellement, c'est pas dans nos habitudes de Français. On n'aime pas se tromper. En revenu management, je pense qu'il faut essayer et se tromper. Parce que c'est déjà l'opportunité de s'améliorer la saison d'après. Et si on n'essaie pas et qu'on ne se trompe pas, on ne sait pas ce que nos actions ont donné. Typiquement, chez nous, on travaille avec des tours opérateurs pour avoir des étrangers. Et il y a des tours opérateurs qui nous achètent X chambres sur toute la saison. Donc, ça a une vertu, c'est qu'on leur vend la chambre de façon garantie toute la saison, y compris là où il y a la semaine où il n'y a pas de demande. La semaine de janvier où personne ne veut venir chez nous, on leur a quand même vendu.
L'inconvénient, c'est que on leur vend à un prix moins cher que la moyenne. Donc, Y compris les semaines de vacances de février où la semaine est au bas en plein. oui, parce que c'est moyenné. Et l'autre avantage, c'est qu'ils nous ont payé très en avance parce que c'était garanti qu'ils la vendent ou pas. Donc le plus important, c'est pas de savoir si on a réussi ou pas, c'est de regarder a posteriori, finalement, dans cette action-là, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Et du coup, pour la saison d'après, qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qu'on va continuer et qu'est-ce qu'on va changer. Et donc, moi, j'ai envie de dire que le plus important, c'est d'essayer et de se tromper et d'en tirer toutes les leçons. Parce que pour le coup, si on se trompe et qu'on ne tire pas de leçons, là, c'est pas terrible. Mais voilà, trompons-nous et plus on se trompe, plus on progresse. Mathieu. Et moi, pour compléter, mais c'est beaucoup plus facile en 2023 d'essayer des actions comme ça grâce à des outils comme les nôtres et tous ceux qui exposent ici que quand on le faisait à la main, à l'Excel et qu'on passait des heures carrées à faire des exports et des machins très compliqués. À la fin, on se disait non mais c'est trop chiant. J'envoie ma promo à toute ma base, à tout mon Cardex depuis 25 ans et j'envoie 30% ou 15% de réduction à tout le monde. Ça, faut plus le faire et c'est facile de ne plus le faire. Là, on parle du revenu management, de la fidélisation, mais sur tous les sujets, y compris sur les restaurants, il y a plein de solutions pour essayer de faire des choses très facilement. Il ne faut pas trop se faire de nos cerveaux et on peut vraiment, en essayant, en tirant parti de toutes ces capacités, de ces outils, qu'on peut progresser. Et étonnamment, on ne l'a pas tant dit, mais finalement, toutes ces actions et ce mélange, ce mixage des deux outils, on va vraiment être sur une optimisation du chiffre d'affaires finalement et une augmentation du chiffre et de la rentabilité. Hein. C'est peut-être aussi l'essence du projet. Quoi. Oui, c'est des objectifs très bassement financiers et concrets, ouais, bien sûr. Merci à tous les trois. Merci à vous d'être restés auprès de nous et bonne fin de salon.